Nous vous proposons d'écouter dans un instant Alan Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de notamment La fatigue d'être soi et de La société du malaise chez Odile Jacob. Il a créé en 1994 un groupement de recherche du CNRS sur les drogues et les médicaments psychotropes et fondé en 2001 le Centre de recherche psychotrope Santé mentale Société. Lundi 8 décembre 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Alan Ehrenberg autour de la parution de son ouvrage L'enfant qui inquiète aux éditions Odile Jacob, en dialogue avec Alain Grimaud, psychologue clinicien. Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir à la rencontre de notre invité Alan Ehrenberg, que nous sommes très heureux d'accueillir à la librairie pour ce livre L'enfant qui inquiète, qui est paru cet automne aux éditions Odile Jacob. J'ai juste un tout petit mot de présentation, je laisserai peut-être Alain Grimaud, que vous connaissez si vous venez fréquenter les cafés psy ici à Toulouse, Alain Grimaud qui a la gentillesse d'animer cette rencontre. Je le laisserai présenter plus dans le détail le livre, mais juste pour dire que Alan Ehrenberg est donc sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous avez travaillé beaucoup sur les drogues et les médicaments, il y a longtemps, oui, en 94, oui. Et vous avez créé le groupement sur les drogues et les médicaments psychotropes, et puis ensuite le Centre de recherche psychotrope, santé mentale et société. Voilà. Sciences sociales, santé mentale, qui était CNRS et INSERM. Voilà. Et il s'agissait de développer les sciences sociales sur ces questions qui ne l'étaient pas dans les années 90. Bon, maintenant, il y a vraiment un milieu professionnel français internationalisé. Voilà. Très bien. Je vous laisse si vous voulez. Non, je vous laisse servir. Très bien. Mais de toute façon, j'allais vous laisser la parole. Juste encore une fois, vous remercier tous les deux et je vous souhaite une bonne rencontre. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Et puis bienvenue à la librairie Ombre Blanche qui vient de fêter ses 50 ans. Voilà, c'est une petite mention supplémentaire, mais nous étions là il y a une quinzaine de jours, je crois, pour fêter les 50 ans de la librairie. Donc bienvenue à Alan Ehrenberg, donc, qui vient d'être présenté. Je vais pas recommencer. Hein, mais là, il s'agit plutôt de traiter de votre œuvre, on peut dire, en tout cas de votre recherche, hein, qui est très cohérente et qui, d'un livre à l'autre, reprend, je crois, une base de réflexion, et qu'elle décline, qui est ensuite déclinée sous un aspect particulier, ouvrage après ouvrage. Donc 1991, c'est le culte de la performance. Hein, mais peut-être dire un petit mot de votre thèse aussi. C'était une thèse sur l'homme fort. Hein, c'était quelque chose sur le guerrier, le héros. Non, pas tellement. C'était en fait un essai sur les années 80. Ouais. C'est-à-dire qu'on sortait de l'État-providence tel qu'il... Enfin, pas totalement, évidemment, mais des manières d'agir en société... dans le contexte de l'État-providence à partir de 1945, c'est-à-dire les 30 années suivantes, et les années 80, qu'on voit, c'est la montée des valeurs de la compétition, de la concurrence économique. Le sport commence à avoir une valeur sociale très importante, et surtout le chef d'entreprise, qui était le symbole de la domination des gros sur les petits, devient le modèle de l'action d'entreprendre. Donc, il y avait voilà, c'est ce déplacement que j'ai analysé dans ce livre. Mais avant, je parlais de votre thèse. Ah, ma thèse. Oui, j'ai fait une... Non, parce que oui, j'ai soutenu une première thèse en 78. J'avais fait... en fait, ça provenait d'un contrat que j'avais eu avec un ou deux camarades sur le sport, et plus particulièrement sur le karaté en France. C'était quoi l'objet de la recherche? C'était de décrire comment une technique corporelle devient un sport légitimé par l'État avec des diplômes, des procédures, etc., etc. Moi-même, j'étais karatéka. Je dois avouer que j'étais même ceinture noire de karaté dans ma jeunesse. Ça m'a coûté une hanche. Enfin, un cartilage. Et donc, voilà. Et je suis remonté en arrière, c'est-à-dire, il y avait l'enquête sur le karaté, et ce
qui m'intéressait, c'était justement cette question de l'homme fort, de la fabrication. Et donc, je suis remonté à l'histoire de l'entraînement militaire au XIXe siècle et au début du mouvement sportif en France. Le mouvement sportif, ça commence essentiellement dans les années 1870, 1880. Et donc, voilà, ça a donné une thèse en 2 volumes, un aspect historique et une enquête sous forme d'entretien, enfin, à partir d'entretiens. Comme je connaissais bien le milieu, j'ai pu interviewer un peu tout le monde. Et à cette époque, j'étais assez influencé par Foucault. Mais le livre que j'écris sur l'armée, le corps militaire, prenait quand même la distance avec l'idée, avec la façon dont Foucault abordait les disciplines. Et puis après, je suis totalement sorti de Michel Foucault, et j'avoue, je suis devenu même très anti-foucaldien pour ce qui... Ouais, bref. Je montre un peu sur quoi vous vous appuyez. Votre directeur de recherche, c'était Eugène Enriquez. Oui, absolument. Qui est quelqu'un qui avait déjà, un sociologue qui s'était beaucoup intéressé, qui avait écrit d'ailleurs un ouvrage qui à l'époque était très connu, de la Horde à l'État. C'était un ouvrage, si je me souviens bien, c'était sur les textes sociologiques de Freud. Il y avait déjà une articulation entre la sociologie et les travaux sur le psychisme, les travaux de Freud. Donc c'était et je crois que vous êtes toujours dans cette articulation. Alors justement, j'ai fait le contraire de ce que prenait mon directeur de thèse, Eugène Enriquez, c'est-à-dire il faut appliquer la psychanalyse à la sociologie. C'est-à-dire que la psychanalyse est un instrument pour le sociologue. Et moi, j'ai pas du tout suivi cette voie. Je pense que la psychanalyse, comme toutes les pratiques psy ou toutes les psychologies, est un objet plutôt pour le sociologue. Voilà. Donc, vous avez renversé les termes, mais l'articulation est là, si on peut dire. En tout cas, bien sûr. Là, on fait un peu l'archéologie d'une pensée, mais c'est parce que je crois que ça introduit le livre. On peut pas, un livre tombe pas du ciel, surtout un livre d'une telle densité, comme on va le voir. Et c'est bien de voir sur quoi un petit peu ça s'appuie. Donc 91, c'était le culte de la performance. En 95, c'était l'individu incertain. En 98, ça a été la fatigue d'être soi. Qui est présenté là devant dans la librairie ici, alors qui est un ouvrage de référence maintenant en sociologie, en sciences humaines. C'est dépression et société, quoi. Et là, on entre dans le sujet un peu d'aujourd'hui, parce que toute la première partie de ce livre d'aujourd'hui reprend un petit peu des éléments de ce qui pèse sur l'individu moderne. Oui. Entendez, de ce qui pèse sur l'individu moderne à partir de l'individualisme. Donc là, on vient au sujet lui-même. C'est-à-dire que l'individualisme, c'est, comme disait Durkheim, je crois, vous le citez, la religion de l'individu et d'institutions sociales. C'est une phrase extraordinaire. Oui, parce que j'utilise Durkheim parce que individualisme est souvent associé, surtout depuis, en gros, les années 70, au déclin de l'idée de société. On ferait moins société, etc., etc., etc. Et là où Durkheim est très éclairant pour moi, c'est qu'il faut faire une distinction qui est absolument essentielle entre individu et individualisme. C'est d'ailleurs un article de conjoncture. Vous pouvez trouver sur le net, il est très clair. C'est un article qui s'intitule, évidemment il est revenu plusieurs fois sur ce thème, mais un article qui s'intitule les intellectuels et l'affaire Dreyfus. Alors quel rapport avec l'individualisme ? Tout simplement parce que les intellectuels qui soutenaient Dreyfus étaient accusés par l'extrême droite, Maurras et les autres, de détruire la société. Et donc il explique que l'individualisme n'est pas l'individu. Toute société s'occupe de l'individu. C'est quoi l'individu ? C'est-à-dire la particularité. Qu'on soit dans une société lignagère d'Afrique subsaharienne ou dans la société de caste indienne. Ce qui nous spécifie, c'est que chez nous, l'individu est une valeur, ce qui n'est pas le cas dans ces sociétés. En tout cas, dans toutes ces sociétés, ça a une valeur marginale. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc,
la valorisation de l'individu donne régulièrement. Enfin, je cite Durkheim 1898, donc c'est des thèmes récurrents, le déclin des sociétés depuis des décennies, et des décennies. Et pourquoi ? Parce que la valeur, je dirais individualiste, la valeur de l'autonomie fait que l'interdépendance sociale, qu'on voit très bien dans la société de caste ou dans la société lignagère, elle ne disparaît pas, mais elle est progressivement, en tous les cas, subordonnée à la valeur de l'autonomie. Donc c'est plutôt un changement dans la hiérarchie des valeurs. Donc il n'y a pas de disparition de l'idée société, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans la société, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une erreur conceptuelle et qu'en même temps, il faut rendre compte de l'erreur. C'est-à-dire, moi je rends compte de l'erreur en disant que voilà, l'interdépendance sociale, elle est subordonnée à la valeur individualiste de l'autonomie. Ce qui pose évidemment toutes sortes de problèmes. Et ce que je fais dans mes livres, c'est que, en tout cas, disons, peut-être pas la performance, j'aborde un peu les questions de santé mentale, parce que j'ai été amené à ça. J'avais lu vers 85-86 un article sur un rapport d'inspecteur du travail de la région parisienne, dans lequel était écrit que les gens prenaient moins de congés maladie maintenant et ils compensaient par des anxiolytiques. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ça, c'est-à-dire l'idée de tenir au travail, etc., etc. Et donc j'ai commencé à partir de là à m'intéresser aux drogues, aux psychotropes, et après je suis passé aux questions de santé mentale de manière plus générale. Bon, l'idée que je développe sur la santé mentale en général dans ce livre, évidemment c'est la même idée, mais sur la question de l'enfant, c'est que certes, bien sûr, la santé mentale est devenue un problème majeur de santé publique. En gros, c'est fin 20e, début 21e siècle. Un problème majeur de santé publique. Vous vous rappelez que Barnier avait proclamé que l'année 25, ça serait la grande cause nationale, etc., etc. Et ce que je dis à partir de là, certes, c'est un problème de santé publique majeur, mais sa particularité, par exemple par rapport à la cancérologie ou à la cardiologie, c'est qu'elle fournit un langage qui nous permet de formuler les tensions morales de notre société de l'autonomie et d'y répondre. Alors, en bien, en mal, plus ou moins bien, plus ou moins mal, ça c'est une question seconde, et d'y répondre par des pratiques multiples, de type psychothérapeutique, mais qui sont aujourd'hui élargies. Il n'y a pas simplement les psychothérapies psychodynamiques inspirées par la psychanalyse et les thérapies comportementales cognitives, donc axées sur le comportement. Il y a toute une série de pratiques qui se sont développées, réhabilitation psychosociale, remédiation cognitive, qui sont aujourd'hui assez répandues dans notre société, plus d'autres éléments qui ont joué, mais bon, peut-être... Oui. Donc là, ça, vous l'avez donc développé dans La Société du malaise, mais ce glissement du langage, qui est un langage spécifique à la psychiatrie, le langage de la psychiatrie, qui s'est mis à glisser vers ce qui s'appelle aujourd'hui la santé mentale, c'est-à-dire qui s'est diffusé dans tous les aspects de la société, quoi. C'est-à-dire c'est une façon de voir l'homme en société à travers le langage de la psychopathologie. C'est ce que vous démontrez dans l'ouvrage de 2010. Oui, notamment. C'est l'ouvrage de 2010 qui s'appelle La Société du malaise. Je compare les représentations de l'autonomie en France et aux États-Unis. Évidemment, les deux sociétés ne se racontent pas la même histoire, en m'appuyant d'une part sur l'histoire de la psychanalyse française et d'autre part sur l'histoire de la psychanalyse, américaine. Voilà. Donc je mets les deux psychanalyses dans leur contexte social. Bon, et ça permet, je pense, de voir un certain nombre de choses.
2018, on passe au livre d'après. Hein. Enfin, entre-temps, il y en a, j'en les ai pas toutes citées. Non, 2010, souvent j'ai de longues périodes. Ouais. J'ai une période où j'ai publié beaucoup, c'est les années 90. Oh, pardon, oui, il faut que je reparle dans la... Pardon. Les années 90, mais après, entre la fatigue des trop soi qui date de 98, la Société du malaise, il se passe 11 ans ou 12 ans. Oui. Et donc celui d'après dont vous allez parler... Mécanique des passions. Voilà, qui est donc là sur les disciplines rivales des approches psychodynamiques, c'est-à-dire les neurosciences cognitives et la psychologie scientifique, donc de type comportemental. Voilà. Et donc je mets ces pratiques dans une perspective historique en essayant de comprendre. Bien sûr, c'est de la science, les neurosciences cognitives, c'est aussi de la thérapie, mais c'est en même temps des idées. Et quel type d'idées sociales sont cristallisées et comment ? Si vous voulez, pour distinguer les deux grands types de pratiques qui nous permettent, de soutenir notre être moral et en même temps de réguler socialement les comportements, donc psychanalyse psychodynamique et neurosciences, psychologie scientifique, les premières, on peut dire, ce sont des pratiques réflexives. Le symptôme a un sens, renvoie à l'inconscient, tout ce que vous voulez, etc., tout ce que tout le monde connaît. Alors que le deuxième type de pratique, ce sont des pratiques d'exercice, d'entraînement. Et ce sont de vieilles idées philosophiques, en réalité, parce qu'elles remontent, en fait, évidemment, il n'y a pas de science à l'époque, elles remontent au XVIIIe siècle britannique, écossais en particulier, et notamment aux idées du philosophe David Hume, qui, dans ses écrits, notamment, met en avant la question de l'exercice, de l'entraînement, pour transformer, disons, les passions en action. On ne parle pas de psychologie à l'époque, on parle de passion. Et effectivement, ces pratiques-là tournent autour de l'exercice et de l'entraînement, et le but, c'est d'être plus à l'aise dans l'action, la réflexion, etc., etc. Afin de répondre à la norme de l'autonomie. Hein. Voilà. Alors, oui, absolument. Mais disons, en ce qui concerne l'autonomie, je distingue deux moments, enfin dans les derniers livres en tous les cas. Une première période, à partir de l'après-deuxième guerre mondiale jusqu'aux années 70, peut-être un peu plus, où l'autonomie devient une aspiration collective. On se rappelle de tous les mouvements sociaux de libération, mais aussi l'égalité homme-femme, etc. Et dans un deuxième temps, il y a une inflexion. L'autonomie reste une aspiration collective. Pensez, je sais pas, au mariage pour tous, par exemple, ou au droit de changer de sexe. Hein. En 1950, ceux qui pensent qu'ils sont une femme dans un corps d'homme ou l'inverse, c'est une psychose. Au début des années 2000, la Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est un droit de l'homme. Donc, évidemment, il y a un changement total de configuration. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Alors, moi, ce que je trouve passionnant, c'est de pouvoir réinterpréter tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a quand même traversé, en tant que travailleur social, psychologue, clinicien, etc., hein, de voir comment, finalement, on a changé de jeu de langage. Hein. Voilà. C'est un concept de Wittgenstein que vous aimez beaucoup. C'est-à-dire qu'entre la psychanalyse et les neurosciences, effectivement, on a une réinterprétation de toutes les questions de santé mentale, et on a changé de jeu de langage, mais pour parler d'objets cliniques qui, eux, n'ont pas changé autant que ça, quoi. Oui, mais on n'a plus le même outil, le même grille. Et bon, voilà. C'est-à-dire comment les époques proposent des jeux de langage qui se succèdent les uns aux autres, finalement. Hein. Oui, parce que les questions de santé mentale, etc., sont souvent utilisées par des philosophes, des historiens, de manière normative. C'est-à-dire, ça signifie une certaine évolution de la société qui va plutôt du côté du déclin. Moi, je pense que la question du sociologue, c'est pas de dire est-ce bien, est-ce mal, c'est de se demander que se passe-t-il ici ? Que se passe-t-il autour de ces questions qu'on appelait avant la psychiatrie, qui était relativement limitée à des questions générales. Parce qu'en France, en fait, on peut dire sur le plan administratif, il y a 2 circulaires en mars 90, une pour l'enfant, une pour l'adulte, qui prônent la
généralisation du souci pour la santé mentale, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est l'ambulatoire qui doit se développer, donc centres médicaux, psychologiques, etc., etc., donc dans la société. Et deuxièmement, l'extension de la préoccupation aux troubles non psychotiques. Mais aujourd'hui, évidemment, on est dans cette situation où voilà, les troubles de santé mentale sont un souci. Dans ce contexte de l'individualisme, avec la norme de l'autonomie, il y a quelque chose qui se passe, que vous décrivez parfaitement, qui est la dérégulation, une forme de dérégulation des... Comment dire comment vous appelez ça déjà? Ça m'échappe. C'est quelque chose qui se dérégule du point de vue de la norme, quoi. Enfin, mais de la façon... Non, c'est pas comme ça que je non, vous le formulez pas comme ça. Non, je vais le reformuler. Oui, oui. La question normative est centrale. On est tous préoccupés par ça. Et là, j'utilise le sociologue néerlandais Norbert Elias, qui décède vers 1990, et qui montre qu'à partir de l'après-guerre, avant aux États-Unis, se produit un double mouvement qu'il appelle d'abord le mouvement d'horizontalisation des relations. Ça veut dire quoi? Si vous partez 50 années en arrière, les distances entre les classes sociales, entre les sexes et les générations sont très fortes. À partir de l'après-guerre, se produit une réduction de ces distances. La deuxième dynamique qui est liée à celle-là, c'est ce qu'il appelle l'informalisation. Voilà. Le terme que je cherchais. Oui, c'était celui-là. L'informalisation, on est passé donc dans la période précédente, pour aller vite, de méthodes très formelles, en gros la discipline, l'obéissance mécanique, Taylorisme, Fordisme, etc., à des méthodes qui sont beaucoup plus informalisées et qu'il y a une formule d'un ancien élève d'Elias qui s'appelle Cas Wouters, W-O-U-T-E-R-S, c'est aussi un Hollandais, qui parle de la contrainte de la non-contrainte. C'est plutôt ça qui se passe aujourd'hui. Donc on a des pratiques informalisées qui se réfèrent à quelque chose qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que la discipline rude n'existe plus, etc. Mais elle est subordonnée en valeur à ces nouveaux idéaux qui semblent plus efficaces, plus démocratiques, etc., etc. On retrouve ça donc dans l'éducation. Dans les modalités d'éducation, dans la négociation, dans la communication, donc une façon de concevoir l'éducation complètement différente, où on voit ce côté informel. C'est pas forcément informel, c'est informalisé. Oui. Donc il y a une certaine formalisation, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dans le flou, mais qui se reconnaît pas de la même manière que nos anciennes pratiques de régulation sociale. Alors ça a à voir avec l'autonomie, parce qu'être autonome, c'est se débrouiller avec cette informalisation. Oui, absolument. Et ça fait peser une charge psychique considérable. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous appelez être entrepreneur de soi, etc. Enfin, c'est se mouvoir dans un monde très ouvert. En même temps, cette idée de la surresponsabilisation, il faut la regarder d'un peu plus près, parce que je veux dire, les gens ne sont pas tout seuls. Il y a toute une série d'institutions éducatives, etc., qui socialisent les gens de cette manière. Pensez, par exemple, en même temps que l'enfant devient une figure de l'autonomie, dans ce livre, en fait, je distingue sur 2 siècles 3 moments de notre société et 3 figures d'enfants qui inquiètent. Premier moment, la période est très longue, mais en gros 1830 jusqu'à Vichy. Évidemment, il y a des tonnes de transformations pendant cette période, mais en gros, c'est l'enfant individu déficient qui est toujours analysé, pris ou approché en fonction de ses manques, et dont il s'agit de corriger la volonté. Et les pratiques de prise en charge consistent en général à retirer l'enfant de la vie sociale pour le mettre dans ce qu'on appelle des institutions closes. Ça consiste à retirer l'enfant de la vie sociale
et c'est le professionnel qui est l'agent principal du changement. Ça va se déplacer. Dans une deuxième période, à partir de l'après-guerre, la figure qui se développe, c'est celle que j'appelle de l'individu expressif. Là, il ne s'agit pas tant de corriger sa volonté, mais qu'il soit délinquant ou atteint d'une pathologie mentale, il a des symptômes, donc qui renvoient à une personnalité qu'il faut explorer. Donc, à partir de l'après-guerre, c'est vraiment le début de la psychanalyse en France, les tout débuts. Françoise Dolto, donc, qui est très célèbre, qui est là, qui incarne la psychanalyse en France, commence à travailler dans un des tout premiers CMP, centres médico-psychologiques, en 1946, je crois qu'il s'appelle Claude Bernard. Donc, l'enfant individu expressif, là, ça va, le type de savoir qui va se développer autour de cette figure, c'est la psychanalyse. Donc, approche psychodynamique. Donc, des institutions se mettent en place lentement. Et en fait, j'ai oublié, je reviens au tout début du 19e siècle, ce qui spécifie l'enfant comme individu, l'enfant individu, ça veut dire qu'il a une spécificité par rapport à l'adulte. Et sa spécificité, c'est qu'il est évolutif. Et ça va être acquis totalement dans les pratiques et dans les circulaires, etc., au tout début des années 70, quand est créée l'organisation territoriale de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire la psychiatrie infanto-juvénile. Le décret ou la circulaire est écrit par un psychiatre qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelait Roger Misès, et il est écrit explicitement dans le texte que ce qui spécifie l'enfant, c'est qu'il a une personnalité évolutive. Et ça change totalement l'approche par rapport à l'adulte. Le troisième moment, c'est à partir des années 80-90, quand l'autonomie n'est plus seulement une aspiration collective, mais qu'elle devient normative. Et bon, je ne rentre pas dans le détail, mais à partir de cette période, et surtout à partir du début des années 2000, on va voir l'ascension des neurosciences cognitives, etc., etc. Vous vous rappelez par exemple que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait créé un conseil scientifique de l'Éducation nationale, qui était présidé, j'ai oublié son nom, qui était le successeur de Jean-Pierre Changeux au Collège de France, Stanislas Dehaene, voilà, avec Stanislas Dehaene. Donc ce conseil n'a rien fait, mais voilà. Par ailleurs, j'ai rencontré 2-3 fois Stanislas Dehaene, qui est un type parfaitement sympathique. Peut-être dire quelques mots à ce sujet-là, de la notion de potentiel caché, de théorie du potentiel caché. Voilà. Alors, parce que ça définit bien la manière je dis qu'un des idéaux majeurs de la société de l'autonomie normative, c'est ce que j'appelle l'idéal du potentiel caché, c'est-à-dire qu'il faut aborder les problèmes des uns et des autres, non pas à partir d'une problématique du déficit, mais à partir d'une problématique de l'atout, et c'est en développant les atouts qu'on agira sur le mal. Aujourd'hui, on peut dire que la référence des pratiques de prise en charge et des politiques de santé mentale, on ne s'est pas tellement raisonné en termes de normal pathologique. Bon, bien sûr, il y a toujours des diagnostics, etc. Mais c'est plutôt raisonné en termes d'handicap atout. Et ce dont il s'agit, notamment, je pense aux pratiques à destination des personnes atteintes de psychose, ce qu'il s'agit, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir vivre dans la société et non pas des dizaines d'années à l'hôpital, malgré le mal qui les atteint encore. Donc, voilà. Ouais. Il y a aussi l'idée de symptômes atout, c'est ce rapport entre handicap et atout. Voilà, et notamment à propos de l'autisme, il y a
des représentations collectives qui se mettent en place comme ça, en disant finalement, c'est pas une maladie, un handicap uniquement, hein, enfin, un handicap en tout cas dans le cas de l'autisme, hein, mais c'est aussi un atout, il y a aussi un potentiel caché. Oui, absolument. Oui, dans mon livre La mécanique des patients, donc le précédent, je montre que c'est effectivement à partir de l'autisme et du cerveau de l'autiste que cette idée se développe particulièrement. Pensez comment elle s'appelle, la jeune militante écologiste Greta Thunberg, qui a dit... elle est atteinte d'une forme d'autisme, qui a dit l'autisme n'est pas une maladie, c'est un don. Donc c'est quelque chose qui s'est développé autour de l'idée, qui en même temps rejoint les neurosciences, d'une neurodiversité. Et donc c'est une sorte de cristallisation de nos idéaux de diversité, mais dans le domaine de la pathologie. C'est quelque chose d'un peu rousseauiste, là, non, mais qui refait surface. Dans quel sens? Je dis du côté, par exemple, de l'éducation positive, hein, qui va un peu dans la même idée. Hein. Il faut laisser faire, laisser se développer. Oui, alors là, il y a de gros débats sur... potentiel, il faut que le potentiel puisse trouver son élan et son champ de développement. Oui, ça c'est évidemment... alors, il y a de gros débats sur l'éducation positive, bienveillante, etc., dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Non, sorti, non, mais vous dites même qu'on y est complètement, puisque vous montrez dans tous les textes, toutes les recommandations, que ce soit les textes législatifs ou les recommandations réglementaires, quoi. Il y a vraiment ce terme de bienveillance un peu partout, notamment à l'école, qui a fait son entrée à l'école bienveillante. Absolument. Et la santé mentale à l'école, ça démarre au début des années 2000. Et en gros, ça se développe, et ça veut dire qu'aujourd'hui, le bien-être fait partie des missions, le bien-être des élèves fait partie des missions de l'école, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et le bien-être est lié à l'autonomie, c'est-à-dire il n'y a pas d'autonomie possible sans bien-être, parce que sans le bien-être, il n'y a pas ce qu'on appelle l'estime de soi. Enfin, ou plutôt la confiance en soi, mais là, il faudrait le prendre à partir du mot, de l'expression en anglais, self-reliance. Donc self-reliance, ça veut dire confiance en soi, mais ça veut dire au sens capacité à compter sur soi. Et la self-reliance, ça c'est quand je compare la France et les États-Unis, là, dans le livre qui a été cité tout à l'heure, la self-reliance, c'est le concept anthropologique fondamental des États-Unis. Chez nous, l'individualisme, c'est plutôt un rapport État-individu. Comme le dit Durkheim, l'État arrache l'individu à ses dépendances privées et en fait un citoyen, en gros. Donc c'est deux variantes de l'individualisme. Voilà. Et alors on pourrait peut-être évoquer aussi les nouveaux parents. Hein, les nouveaux parents qui ne sont plus des parents d'autorité, mais des parents de responsabilité. Voilà, on est plutôt dans la contrainte de la non-contrainte. Et bon, là, comme vous le savez, il y a des politiques de la parentalité qui se sont développées. On a toute une série d'institutions de médiation qui sont apparues. Voilà, un peu partout, permettant aussi l'implication des parents, tant dans l'école, alors avec des tensions évidemment, que dans la prise en charge des psychopathologies. Donc dans ce livre, tous ces thèmes sont développés, mais vraiment articulés sur les textes de loi, sur les textes réglementaires, sur des propos autorisés, enfin des personnes autorisées, et chaque étape est vraiment illustrée dans le corps dans le corpus, quoi, oui. À la fois. Mais en même temps, c'est un livre assez synthétique, hein, oui. Par rapport à mes livres précédents où je rentre un peu trop dans. Parfois, c'est surtout la Société du Malais. J'ai exagéré là, j'ai fait un peu long. Je suis rentré dans trop de détails de raisonnement psychanalytique. Mais bon, voilà, c'était comme ça à l'époque. Et là, j'ai fait un livre court plutôt. D'une densité remarquable, et moi que je trouve d'une très grande utilité, hein, notamment du point de vue du travail social, du point de vue des enseignants, du point de vue des parents, hein, parce que bon, on voit que ce qui est, ce dont on a peur que ça disparaisse, en fait, on découvre que c'est simplement quelque chose qui est en train de changer, quoi. Hein, parce qu'on est quand même confronté à des inquiétudes de disparition en ce moment.
Enfin, ou peut-être tout le temps, je ne sais pas. Hein, mais là, je crois qu'on voit bien comment ces articulations, ces transformations qui sont rigoureusement montrées, voire démontrées, on y est encore dedans, en fait. Hein. Donc ça continue à changer et on devient, alors du coup, acteur du changement si on comprend qu'on est dans un processus et non pas dans la fin de quelque chose qui existe, quoi, ou dans l'effondrement de... Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à la période précédente, disons les 30 Glorieuses, on est rentré dans une société du pouvoir d'agir. Hein. Donc c'est donc là, le troisième moment de l'enfant, c'est l'enfant individu-acteur. Ça veut dire quoi, individu-acteur ? Ça veut dire qu'aux droits protection, qui sont la spécificité du droit de l'enfance, l'enfant doit être protégé et éduqué, se rajoutent des droits liberté qui sont normalement apanage de l'adulte, c'est-à-dire d'émettre son opinion, de faire des choix, etc. etc. Voilà, tout ce qu'on connaît. Donc c'est ça c'est ça le changement récent. Enfin, en tout cas, ça va dans cette ligne-là. D'être entendu dans les procédures. Hein, parce qu'il y a des lois, 1996, je crois, où l'enfant à partir de 13 ans peut être entendu dans les procédures, ce qui n'était pas le cas avant, en tant que mineur. Donc ça concerne aussi, évidemment, tout le judiciaire, quoi. Moi, je trouve que c'est un ouvrage majeur, quoi. Bon, mais peut-être que maintenant, vous avez envie de poser quelques questions ou donner... faire un peu écho à ce qui est présenté là, qui peut paraître comme ça abstrait, peut-être, je ne sais pas, enfin, demander quelques précisions sur des notions qui ont été... je vous amène le micro. À un moment, vous avez parlé, enfin, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien suivi, de l'importance pour l'élève dans le système scolaire, de son autonomie, ce qui veut dire sa reconnaissance à l'intérieur du système scolaire, mais plus que ça, pour moi, c'est l'intégration qui prévaut pour moi, l'intégration de l'élève dans le système scolaire lui-même, dans ses relations avec les autres élèves, donc la participation de l'ensemble des élèves à un système éducatif, c'est nouer des relations avec ses autres compagnons de classe, et à mon avis, c'est ça, c'est pas tellement la reconnaissance individuelle en tant que telle de l'individu, mais c'est plutôt la participation collective à un enseignement. Ça fait référence à des méthodes de Piaget, hein, de ce type-là. Et donc, c'est plus, à mon avis, important ce travail-là, quoi, de reconnaissance, mais au travers d'un travail collectif, quoi. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant, parce que on a quand même un système scolaire très individualiste, hein, qui renvoie à la performance individuelle dans le système scolaire. Et on sait que ce système scolaire est profondément inégalitaire, parce qu'il renvoie à des inégalités sociales. Hein, les inégalités sociales d'origine des élèves, on sait qu'elles perdurent à l'intérieur du système scolaire. Le système scolaire ne les corrige pas, elle ne fait que les accentuer. Donc c'est pour ça que cette histoire d'autonomie, ça renvoie déjà à une prédisposition qu'auraient les élèves. En étant sortis d'un milieu social privilégié, ça ne fait qu'accentuer leur performance individuelle et ça les éloigne des autres élèves. Et c'est important, la participation collective avec d'autres élèves, dans le sens où ça construit quelque part la citoyenneté future des élèves. Oui, mais l'autonomie, c'est pas être seul, hein. Donc, ça suppose des institutions, des pratiques, des professionnels. Et donc, évidemment, la spécificité de l'enfance, c'est aller vers l'autonomie. La question peut-être qui se pose dans tous ces débats, c'est de quelle autonomie l'enfant a-t-il besoin et comment la lui faire atteindre. Et là, évidemment, on rentre dans les problèmes délicats du fonctionnement de l'école. Mais il y a eu des créations, je ne sais pas... le thème de l'école inclusive, bon, ça marche mal, on manque d'assistants de vie sociale, etc., etc. Mais dans la normativité, on va vraiment, je crois, dans ce sens-là. Mais évidemment, ça suppose des moyens, et l'argent est rare, comme on le sait. Oui. Comment analysez-vous le fait du durcissement envers la psychanalyse de la part des institutions, jusqu'à aller à l'interdiction? Enfin, ça n'a pas marché
si j'ai bien suivi. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est un continuum avec tout ce que vous venez de développer sur l'individualisme, les neurosciences, le primat de la science, ou bien qu'il y a là une forme de rupture, enfin un désir de passer un cap et quelque chose de beaucoup plus inquiétant? Comment le voyez-vous? Alors, on a la psychanalyse a perdu son prestige culturel, etc., au profit justement des neurosciences. Mais alors, il y a évidemment, les conceptualisations sont très différentes entre ce que je disais tout à l'heure, pratique réflexive et pratique d'exercice et d'entraînement. Mais d'un autre côté, alors en plus, ça a un avantage, le développement des pratiques, disons, cognitives, etc., c'est que on considère les problèmes comme des handicaps et donc qui ne mettent pas en cause l'individu affecté. Et donc, ça évite la stigmatisation, entre guillemets, la stigmatisation. Et des parents sont effectivement demandeurs de ça. En même temps, j'ai vu pas mal de papiers indiquant que ce n'était pas forcément contradictoire dans les pratiques, dans la mesure où, à certains moments, on a besoin plutôt de pratiques, disons, psychodynamiques, à d'autres moments plutôt de pratiques d'entraînement, ou les deux ensemble, parce que ça ne joue pas sur les mêmes aspects de la pathologie. Donc, en soi, ou par nature, ce n'est pas forcément contradictoire. Hein. Et même, ça peut s'alimenter. Et alors, pourquoi l'interdiction alors? Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu ce truc, parce qu'il y a toujours des radicaux qui pensent que la psychanalyse est une escroquerie. Donc voilà, ça a dû être des gens comme ça qui ont proposé. Heureusement, c'est pas passé. D'autres réactions, d'autres questions? Hein? Bon. J'avais peut-être une petite idée à vous soumettre là. J'avais en tête la remarque de Gregory Bateson, là, qui est un anthropologue là, dans les années 50, qui disait que pour transmettre des valeurs, il faut réencoder. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir reformuler dans les termes actuels, dans les termes de l'actualité, les valeurs que l'on souhaite transmettre. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée. Oui, enfin, c'est pas une banalité quand même. Oui, c'est un peu une banalité, mais enfin bon. On ne va pas prôner la famille de 1950 aujourd'hui, par exemple. Donc, mais c'est vrai que mais pour les travailleurs sociaux, c'est quelque chose qui peut être, ou même pour les psychanalystes, c'est quelque chose qui peut, même banal, ça peut être utile de penser qu'il faut reformuler, il faut recadrer. Il faut essayer d'extraire aussi les valeurs des contenus de langage dans lesquels c'est apparu dans la culture, pour pouvoir les transmettre. Il faut retravailler dessus. Donc, enfin, en quelque sorte, il faut éviter le fétichisme, quoi. C'est-à-dire la forme initiale que l'on veut maintenir en l'état, quoi. Si on veut transmettre quelque chose, y compris de la psychanalyse. Par ailleurs, je n'ai pas bien saisi si pour vous, l'évolution telle que vous la développez, c'est quelque chose de positif ou non? Justement, j'évite de poser cette question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du sociologue, c'est mais qu'est-ce qui se passe autour de ces questions? Donc on a plutôt un travail de clarification qu'un travail de jugement positif ou négatif. C'est-à-dire, je crois que la fonction critique du sociologue, c'est plutôt de fournir des instruments aux lecteurs et en particulier aux professionnels pour mieux se repérer dans ce qui se passe. Voilà, c'est ça mon point critique. Enfin, la manière dont je pense que... Et pourtant, n'avez-vous pas l'impression que les soins ont beaucoup diminué? Ce que je sais, c'est que les files d'attente sont... Voilà, les institutions sont débordées.
Donc l'offre s'est énormément développée, mais voilà, ça reste difficile, insuffisant, mais je ne crois pas qu'il y ait des diminutions du soin. Ça reste une préoccupation centrale, mais ensuite, encore une fois, il n'y a pas assez de ceci, pas assez de cela. Les files d'attente de 6 mois pour une crise suicidaire, c'est pas génial. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais il me semble avoir compris que la question, c'est autour du problème de la santé mentale qui affecte nos sociétés, les enfants comme les adultes. On est dans une phase où on cherche plutôt à renforcer ou développer l'autonomie des personnes de façon à ce qu'elles puissent rester dans une certaine norme sociale, au moins en termes de comportement. Mais moi, je me pose des questions, surtout au vu du développement de cette question de la santé mentale. Ça envahit un peu les médias, l'espace public. Absolument, oui. Il y a quand même des deux côtés des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, ou alors ils ne le savent pas, mais je ne sais pas. Enfin, moi, par exemple, je n'ai pas l'impression d'avoir des problèmes de santé mentale. Et il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui n'atteindront jamais l'autonomie. Oui. Et ça, vous n'en parlez pas? C'est pas parce qu'on a... Enfin, c'est pas ou. Ces questions de santé mentale se développent dans un contexte où l'autonomie devient une norme. Pourquoi? Parce que c'est quoi une pathologie mentale? C'est une pathologie de la socialisation. Le trouble des conduites ou le trouble positionnel qui fait exploser la relation sociale, l'inhibition dépressive qui empêche d'agir. Et ces problèmes de socialisation sont devenus un enjeu majeur, justement, dans une société où on attend de tout le monde, de chacun, qu'il devienne le plus autonome possible, en tout cas qu'il trouve une certaine forme pour s'insérer, etc., dans la société. Et c'est ce type de pression qui s'exprime dans le langage de la santé mentale, c'est-à-dire ce que je disais un peu avant, sociologiquement, enfin, la santé mentale comme objet sociologique, c'est un langage qui permet d'exprimer les tensions morales de cette société et d'y répondre plus ou moins bien, etc., etc. C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et de toute façon, l'autonomie est toujours une question de degré et de forme. Dans un livre précédent, c'est dans la mécanique des passions, je cite un moment, c'est dans le dernier chapitre, c'est un monsieur qui est atteint de schizophrénie et qui vient d'avoir une séance qu'on appelle de remédiation cognitive. Bon, peu importe ce que c'est. Et il dit à son thérapeute, avant, j'étais un handicapé, mais maintenant, grâce à notre travail, je suis un handicapable. Et je trouve que la formule ne désigne pas simplement des psychoses, etc., mais désigne une situation que nous connaissons tous. Et c'est la tension morale dans laquelle nous sommes pris, de manière plus ou moins intense, etc. Mais je pense que c'est ce qui se passe. Une intrication du handicap et de l'atout. Et de la capacité, parce qu'on est partout rentré dans les prises en charge, dans des problématiques capacitaires, et qui va jusqu'à s'exprimer par la neurodiversité, etc., montant une manière singulière de pouvoir agir dans le monde. Et alors, l'autisme a eu une image qui s'est répandue, mais il faut rappeler que je crois plus de 80% des enfants qui sont atteints d'autisme n'atteignent pas la maîtrise du langage. Hein. Donc c'est vraiment une minorité qu'on appelle d'ailleurs en général des Asperger, qui ont un niveau d'intelligence normal, voire supérieur, et des compétences sur certains points, voilà, qu'ils développent. Mais souvent c'est des obsessions sur des choses très étroites. Hein, mais...
Je ne sais pas si vous l'abordez, mais j'ai l'impression que vous n'abordez pas beaucoup la question du genre dans votre analyse. Non, pas du tout. Pourtant, on sait que l'instruction et la pression à l'autonomie, elle est vachement genrée aussi, que la santé mentale aussi, les troubles sont vachement genrés. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire là-dessus? Non, j'ai pas de choses particulières, mais c'est vrai qu'il y a une distribution. Les pathologies mentales sont pas 100% genrées, mais il y a évidemment la distinction de sexe joue. Par exemple, en ce qui concerne l'adolescence, il y a les psychanalystes considèrent aujourd'hui qu'il y a une nouvelle symptomatologie, c'est-à-dire ça s'exprime plus tellement par de l'angoisse et de la dépression, mais par ce qu'ils appellent des agirs, c'est-à-dire le symptôme est dans l'acte violent, etc., etc. Et ça, c'est plutôt masculin, par exemple. Donc oui, c'est évident que... Oui. Oui, moi, il y avait deux points sur lesquels je serais bien revenu avec vous. Je me demandais si, étant donné que vous mettez en relief la question de l'autonomie, si c'était en lien pour vous avec la remise en cause, ou voire la chute peut-être, de l'idéologie patriarcale. Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième, c'est que je m'interroge quand même beaucoup sur le glissement des modélisations éducatives aujourd'hui sur le plan parental, c'est-à-dire qu'il y a quand même toutes les modélisations type Dolto, etc., sont quand même largement remises en question. Absolument, oui. Voilà. Donc j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors, oui, l'idéologie patriarcale, oui. Et là, c'est Elias qui répond. C'est-à-dire, c'est le mouvement d'horizontalisation, donc qui réduit les distances, et notamment entre les sexes. Et donc, voilà, la chute ou le déclin de l'idéologie patriarcale, ça rentre là-dedans. La deuxième question, c'était sur... Oui, c'est extrêmement remis en question. Et c'est-à-dire que Dolto est apparu un peu comme... En tout cas, on en a fait une caricature de la psychanalyse qui a été pris, évidemment, pour cible par les approches scientifiques, cognitives, comportementales, etc. Et ça fait partie du déclin, de la perte de statut social de la psychanalyse, bien que ça reste, la psychanalyse, surtout les pratiques psychodynamiques qui s'en inspirent plus ou moins, ça reste... Pardon. Ça reste très ancré dans les pratiques, dans les institutions encore. Mais il y a les nouvelles... Ça reste très ancré, plus ou moins quand même. J'exagère, oui, vous avez raison. Non, c'est quand même très ancré. C'est concurrencé par toutes ces pratiques de réhabilitation, de remédiation, etc., etc. Et puis il n'y a pas de budget. Ah bah ça, de toute façon, c'est pas seulement pour les pratiques psychodynamiques, mais évidemment, elles sont attaquées régulièrement. Exactement. Voilà. J'avais écrit il y a une vingtaine d'années dans Esprit un article qui s'intitulait « Les guerres du sujet », justement sur les conceptions du sujet entre ces deux approches. Bonsoir, merci. J'aurais voulu revenir juste sur les neurosciences et vraiment en fait essayer de mieux saisir quelles sont ces études, c'est des exemples, parce que est-ce que notamment par exemple associé à l'individu capable, par exemple, est-ce que c'est pas aussi avec les neurosciences l'individu et l'enfant, pour revenir sur l'enfant vulnérable, puisque, moi, de ce que j'appréhende sur les neurosciences, c'est par exemple de montrer comment par imagerie, si par exemple on est trop autoritaire, ce que plaiderait par moment la psychanalyse sur des limites à fixer aux enfants, etc. Alors on pourrait casser tous les neurones ou alors détruire un endroit du cerveau qui ferait qu'on affecterait. On voit pas du tout ça à l'IRM, de toute façon. C'est pas ce genre de choses. Ouais, mais c'était pour savoir. Voilà. Non, c'était justement pour savoir un petit peu sur ce sur quoi vous, quand vous évoquez ces neuropsys, qu'est-ce qu'il y avait justement derrière. Est-ce que c'était ces imageries-là ou pas du tout ou d'autres travaux? Alors, les neurosciences ont beaucoup évolué. Donc, il reste des approches très réductionnistes, à la manière de l'ancien professeur au Collège de France, Jean-Pierre Changeux, qui était célèbre à l'époque. Bon, l'âge de l'Assemblée, tout le monde a connu Changeux, sauf peut-être vous. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Redites-moi votre question, je suis perdu là tout d'un coup, enfin votre remarque. Non, c'était sur les neurosciences vraiment. Ah oui, alors les neurosciences, justement, oui, je disais, elles deviennent aujourd'hui pluridisciplinaires quand elles s'ancrent quand les pratiques de prise en charge s'ancrent, pluridisciplinaires. Et en même temps, il y a une conception du cerveau qui a évolué et qui fournit un appui, une base scientifique solide, si je puis dire, à des idéaux individualistes, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau est plastique de la naissance jusqu'à la mort. Les neurones peuvent encore se développer à un âge très, très avancé. Et ça fournit la grande référence scientifique pour une approche beaucoup plus souple de l'individu ou des problèmes. Et est-ce que vous avez analysé, réfléchi par exemple au programme de santé publique des 1000 jours ? C'est l'enfant le programme de santé publique des 1000 premiers jours, les 1000 jours oui. Avec Boris Cyrulnik. Oui. Alors là, c'est la spécificité pour l'enfance de ces questions, c'est la prévention. Donc le rapport de... Pardon ? Oui, le rapport de Cyrulnik et de Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre, évidemment, est entièrement centré là-dessus, c'est-à-dire la prévention commence même avant le premier jour, quand le fœtus est dans le ventre de la mère. Bon, c'est ça qui se développe, et la caractéristique de la santé mentale de l'enfant, une référence qui est importante pour la santé mentale de l'enfant et beaucoup moins pour l'adulte, c'est la prévention. D'autant plus qu'il y a consensus sur le fait que les troubles mentaux de l'âge adulte commencent dans l'enfance. Donc ça devient, en tout cas, une problématique essentielle, encore une fois, avec toutes les limites de la pratique et de ce qui se passe dans la vie sociale. Donc il n'y a pas du tout de psycha dans l'approche 1000 jours. Dans l'approche ? Mais par les 1000 jours. Si, c'est une approche, bien sûr, c'est une approche psychiatrique. Mais psychanalytique. Non, c'est pas très psychanalytique, non. Quoique Cyrulnik a de bons rapports, je crois que c'est la psychanalyse. Marie-Rose Moreau et Cyrulnik ne sont pas des idéologues rigides. Voilà, c'est... Oui, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de tout en fait dans ce programme, qu'il y avait aussi la psychanalyse, aussi des neurosciences, etc. Et donc du coup, en fait, je me demandais... J'avoue que je l'ai parcouru seulement, donc je peux... Merci infiniment, Alain. Merci pour votre accueil. Et je trouve ce qui était sympathique, c'est qu'il y a beaucoup plus de questions que d'habitude en ce qui me concerne. Voilà. C'était Alan Ehrenberg lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la présentation de son livre L'enfant qui inquiète, édition Odile Jacob, enregistré lundi 8 décembre 2025. Réalisation et mise en onde Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.